lá. Je change la langue de la transcription. On met français France. C'est bon. Voilà. Donc, bonjour Noah, Gabriel, Ellen, Bruna, Maria Clara, Iago, Marcos, et tous et toutes les présents. Donc, on commence. Aujourd'hui, je partage l'écran. Et le but, il faut que je partage avec vous la mise à jour du calendrier. Comme vous voyez, c'est bien raturé ici, le programme. Donc, vous m'avez déjà envoyé le sujet de la bibliographie de l'observation. Je vous ai déjà envoyé la correction, ou pas la correction, les commentaires. Et donc, vous pouvez les rendre à la problématique lundi, le 14. Pour la problématique, peut-être je vais faire un petit commentaire, un petit texte à vous envoyer dans la salle virtuelle, parce que faites attention, parce que le plus intéressant de la problématique, c'est de transformer le sujet dans une question en rendant ou pour rendre le sujet un peu plus spécifique dans cette question. Parce que le sujet, ça reste, peut-être c'est votre cas spécifique, à chacun de vous, à chacune. Je vous ai demandé, peut-être pas à tout le monde, mais à quelques-uns, à quelques-unes, j'ai demandé de cibler un peu plus les sujets dans la problématique. C'est-à-dire, parfois, je ressens que le sujet est trop large et la problématique nous aide à cibler le point d'analyse. C'est ça, a questão. Falar em português para deixar isso claro. Às vezes, o sujeito, o tema, ele ainda fica amplo. Isso não é um problema. O tema pode ser amplo mesmo. Então, quando eu peço para vocês a problemática, que em português a gente chama de problema de pesquisa, eu peço para transformar sujeito, tema, em uma pergunta. Pergunta mesmo, com interrogação e tudo. Primeiro, porque a pergunta, a dissertação vai ser a resposta a essa pergunta. Né? Isso já ajuda bastante a pensar no texto, a conceber esse texto que vai ser a resposta a uma pergunta específica. E a outra é que quando vocês também transformam o tema sujeito na problemática, esse problema de pesquisa, o segundo objetivo é tentar direcionar, fechar um pouco mais o tema. Então, vocês precisam ser, nessa pergunta, um pouco mais claros do que foram no tema. Principalmente se foi o caso do meu comentário. Porque tem alguns que já estavam bastante, já eram bastante precisos, então eu fiz o comentário. Mas se foi o caso, pensem um pouco nisso. Não havia problema no tema, mas para problema de pesquisa é bom que a gente seja mais claro, mais preciso, porque apesar de eu pedir um trabalho de 5 páginas, isso para vocês poder parecer muito, quando vocês vão fazer a análise do texto, porque tem a introdução, tem a conclusão, né, você precisa introduzir o tema, essas questões, vocês vão ver que não tem tanto espaço assim para desenvolver uma questão, para desenvolver uma resposta. Então, precisa ser bem específico mesmo. Né? Não é um trabalho, uma dissertação, um artigo que vocês têm, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais do que faz. Certo?
Então, é por isso que eu insisto nessa questão de ser bem objetivo. Ser bem objetivo, porque senão vocês, principalmente, por exemplo, aqueles casos em que o tema propunha 2 pontos de análise. Sei lá, vamos supor, literatura psicanálise. Então, vocês têm já 2 pontos de partida que são muito complexos. Então, o que eu pedi muitas vezes nos comentários era isso, que fosse um pouco mais objetivo, que concentrasse a análise em um tema só, ou, se for 2 temas, assim, que num tema tenha 2 pontos de análise, eu pedi para focar na relação entre eles. E deixar claro essa... eu vou fechar a porta aqui, que está... Pelo visto, vão quebrar o passeio aqui. Eu saio de casa por causa de obra, chego aqui, tem obra aqui. Né? Tem 2 anos de pandemia, mas agora é que a obra ali. 3, né? Estamos no 3º ano de pandemia. Então é isso. Alguma pergunta sobre a dissertação, a problemática? E não deixem de assistir novamente aquele vídeo que eu postei aqui. Posso postar de novo antes de segunda. Posso colocar ali mais ou menos o minuto em que eu falo da problemática. Né? Não precisa assistir o vídeo todo de novo. Mas tem alguma pergunta sobre a dissertação? Bom, eu acho que as 2 horas de aula vão ser pouco. Como eu te falei, eu estou bem perdido mesmo. Basicamente o que eu te falei no texto ali. Bem perdido, porque eu me lembro que do sujeito que eu tinha optado, até na época, que não era uma coisa assim muito... Eu estava com dificuldade de achar biografia para escrever sobre aquilo, né? Que embasar sobre aquilo. Aquela questão da temática principal, uma temática secundária e com o andar da obra, ela foi trocando e tornando principal, né? Essa situação. E aí eu não nem sei não sei nem como achar a problemática disso aí, né? Então, aí no seu caso específico, Marcos, eu prefiro te responder pelo okay. chat lá, e qualquer coisa a gente até marca uma conversa. Tá bom. De repente, amanhã eu tenho bastante disponibilidade, porque aí a gente vai num caso mais específico. Ok. Tá? E aí a gente pode conversar com mais tempo, trocar um pouco mais de ideia. Ali no chat é possível a gente trocar áudio também. Então, a depender da resposta, a gente pode conversar um pouco antes, e se for o caso, a gente marca de conversar. Perfeito, ótimo. E só me confirmem uma coisa, o barulho está incomodando muito ou está ok? Não, tá ok. Mas tudo bem. D'accord. Ça Tá va. tranquilo. Donc, on commence... Oh, pardon. J'ai interrompu le partage d'écran. Donc, je relance. Voilà. Donc, nous sommes là. Et comme vous voyez, ici, nous sommes le 10 mars. Et donc, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est le 2e cours sur le surréalisme. Et à partir d'aujourd'hui, probablement le week-end, je vais élaborer l'activité, donc une activité, on dit ça, c'est pas noté, c'est, ouais, on peut dire noté sur 15 points, et je vais vous proposer une activité, comme je vous ai dit, peut-être je vais vous donner un extrait d'un texte théorique à propos des avant-gardes, et peut-être un poème, et je vais vous demander une petite réflexion, une réflexion libre. Il n'y a pas besoin de faire une recherche bibliographique, etc. C'est à partir des cours, des discussions
des textes que vous avez lus, etc., je vous propose une petite réflexion. D'accord? C'est juste pour enregistrer la réflexion à propos de cette première partie du cours. Et j'anticipe ici que la semaine prochaine, donc on aura cours mardi le 15 et jeudi le 17 pour récupérer les temps perdus. Et c'est-à-dire que mardi, donc, on commence la discussion autour de l'étranger de Camus. D'accord? Donc, n'oubliez pas que ça, c'est important. Encore une fois, j'ai ce petit souci. Je vais mettre en bleu ici. Donc, je vais commencer la discussion autour de l'étranger mardi de la semaine prochaine. Donc, on aura 3 cours pour parler de l'étranger d'Albert Camus. D'accord? Donc, la semaine prochaine, je vais introduire le sujet de l'existentialisme et je vais commencer à parler du livre aussi. Parce que assez souvent, si vous avez déjà commencé les cours avec moi, assez souvent, je regrette ne pas avoir plus de temps pour discuter le livre à l'étranger. Donc, ce semestre, je m'organise ici et on va faire une discussion théorique à propos de l'existentialisme, mais je vais utiliser peut-être 20 minutes, 25 minutes déjà mardi de la semaine prochaine pour introduire la discussion autour de l'étranger d'Albert Camus. Et si je ne me trompe pas, dans les fichiers, les documents du cours, j'ai mis le livre et l'audio du livre. Donc, vous pouvez lire le livre en écoutant l'audio. Et comme je l'ai dit assez souvent, vous pouvez augmenter la vitesse un petit peu de la lecture. Et ça vous aide aussi à faire une lecture un peu plus rapide. Mais si je ne me trompe pas, l'audio de lecture, et en plus, si je ne me trompe pas, l'audio du livre a été enregistré par Albert Camus lui-même. Donc, c'est la voix de l'auteur qui lit son roman. Et si je ne me trompe pas, ça dure 4 heures environ. Donc, vous voyez que c'est un livre court et si vous organisez bien, 1 heure par jour, vous lisez ça d'aujourd'hui à lundi, d'accord, sans trop de difficultés. Le texte est assez facile à comprendre. Donc, j'avance ici dans la discussion autour du surréalisme. Ouais, ça va. Ouais, ça va. 2 secondes, je vérifie juste. Ça va. Il me semble qu'il y a un écran ouvert. J'arrive pas à le voir ici. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Oui. Oui, oui. Ah, d'accord. D'accord. C'est parce que j'ai appuyé sur une barre qui me dérange assez souvent. Vous ne la voyez pas, mais elle est toujours présente ici. Et j'essaye d'utiliser les outils ici, tout en haut, du lecteur de PDF, et elle me dérange. Je n'arrive pas à toucher. Et j'ai appuyé là-dessus et je pensais que j'ai l'impression que ça avait changé quelque chose ici. Donc, je vous ai demandé de faire la lecture de cette entrée des dictionnaires. C'était une lecture suggérée qui était assez complète. Donc, j'avance ici dans l'organisation
le document. Et comme vous voyez, nous avons discuté le dernier cours, parce que ça fait déjà 2 semaines, le concept d'image pour Pierre Reverdy. Et je vous ai montré aussi quelques poèmes de Pierre Reverdy pour vous montrer, pour démontrer un petit peu comment penser cette idée de l'image poétique, qui n'est pas la métaphore, n'est-ce pas? Donc j'avance ici, c'est pas le but d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on entre dans le manifeste surréaliste, sur le premier, celui de 1924. Et voyons ici, voilà. Ok. Donc, pour reprendre la discussion, je vous ai montré une certaine connexion autour de toutes ces avant-gardes, cette période, les 2 premières décennies du XXe siècle, elles sont riches en mouvements avant-gardistes. Donc, ça commence au moins dans la littérature avec le futurisme. Nous avons plein de petits mouvements autour de la peinture, surtout de l'art plastique en général, l'architecture aussi. Mais je vous ai montré la connexion du futurisme avec l'esprit nouveau d'Apollinaire, après du dadaïsme avec le surréalisme, et il y a aussi une influence d'Apollinaire dans le mouvement surréaliste aussi. Et on a discuté le côté destructif on va dire, de la poétique dadaïste. Donc, c'était leur but, leur objectif de proposer cette destruction de la tradition, des principes de l'art, du système artistique en tant que tel, n'est-ce pas? L'école, l'université, les musées, quoi d'autre? Les canons littéraires, etc. Les bons goûts, ça c'est intéressant. J'ai oublié de partager la chanson de Adriana Calcanhoto qui parlait du bon goût. Je vais laisser ici Adriana Calcanhoto. Je vais pas, la chanson s'appelle Senhas. Et juste pour vous donner, je ne vais pas vous faire écouter la chanson, et puis je partage la chanson, la vidéo. Et en plus, dans son canal YouTube, pendant la pandémie, Adriana Calcanhoto a fait une série de petites vidéos dans lesquelles elle explique un peu la genèse de certaines chansons, et elle parle de Senhas. Et cette chanson, elle commence comme ça. Je parle de cette chanson en raison du bon goût. Donc, le dadaïsme attaque le bon goût, ce qu'on appelle les bons goûts, né, o bom gosto. E ela começa a música assim: eu não gosto do bom gosto, eu não gosto do bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. E aí ela segue, né? Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. E aí depois tem o refrão. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Mais je vous envoie après la chanson pour penser à cette question du bon goût. Parce que ça, c'est quelque chose qui est présent. C'est une question présente dans l'histoire de la littérature française, mais dans la société française aussi. Parce que cette question, ce principe du bon goût va marquer la littérature pendant des siècles,
et le bon goût devient une marque de distinction sociale. Donc, c'est-à-dire la personne qui est cultivée, qui connaît la bonne littérature, les arts, la philosophie, etc., c'est une personne de bon goût. Le bon goût ici, c'est presque le contraire d'une personne inculte. Et donc, c'est ça, un peu. C'est pas le sujet de discussion ici. Donc, je parlais du dadaïsme avec cette attaque contre le bon goût, les institutions, la tradition, etc. Et quand on arrive au surréalisme, le surréalisme, c'est déjà un mouvement, on va dire que le surréalisme il est placé à la fin il est situé à la fin de cette période de profusion d'avant-garde. Et c'est un mouvement peut-être un peu plus structuré au niveau des principes, des objectifs et de la production aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent et ce qu'ils rendent, c'est très proche. N'est-ce pas? Souvenez-vous que nous avons commencé le semestre à parler des manifestes. Et je vous ai expliqué comment le manifeste peut être un type de texte qui propose une nouvelle littérature. Mais cette nouvelle littérature n'existe pas encore. N'est-ce pas? Le manifeste, c'est une espèce d'invitation à la production d'une nouvelle littérature. Et maintenant, au cas du surréalisme, nous avons donc le premier manifeste du surréalisme publié en 1924, mais les mouvements commencent à s'organiser à la fin de 1919-1920. C'est la fin du dadaïsme, quand le dadaïsme commence à retrouver ses limites, sa fin, etc., on commence à organiser le surréalisme. Donc, nous avons ici un manifeste qui propose une nouvelle littérature, mais en même temps, il constate une nouvelle production. Moi, je dirais que ce manifeste du surréalisme de 1924, il organise les idées pour organiser la production littéraire, poétique, artistique, etc. D'accord? Et donc, on entre ici dans le texte. J'ai quelques extraits ici à lire avec vous. Rappelez-moi, je pense que je n'ai pas commencé le dernier cours. On avait fini, si je ne me trompe pas, avec la discussion autour de l'image et les poèmes de Pierre Reverdy. Je me souviens d'avoir discuté certains poèmes de Robert Desnos, etc. Mais je pense que je n'ai pas discuté les manifestes de 24, n'est-ce pas? C'est juste un rappel que je vous demande pour ne pas le répéter ici. Souvenez-vous, sinon je commence du début. D'accord. Je ne me souviens pas. Ok, merci Rodrigo. Donc, une des questions ici posées par ce manifeste, c'est la question de la liberté. Je vais même changer la couleur ici pour le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. Parmi tant de disgrâces dont nous évitons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. Ici, c'est le manifeste d'André Breton, ce manifeste, premier manifeste du surréalisme. C'est une pièce, c'est un texte, un essai théorique même. Les manifestes sont, par principe,
dans une certaine mesure, des textes théoriques. Mais je dirais ici qu'il va un peu plus loin dans cette théorie, ou cette théorisation autour de la production littéraire et artistique. Et cette question de la liberté, elle est intéressante parce que de penser à cette question autour du surréalisme, parce qu'ils ont une grande liberté de proposer des exercices d'écriture, comme je vous ai dit l'autre fois. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques techniques de production littéraire, de surréalisme. Et je vais vous montrer ça à partir de certains textes. C'est-à-dire, après les 2 premières décennies du XXe siècle, de révision de la littérature, de destruction, ou pas de destruction de la tradition, mais d'attaque contre la tradition, vraiment, ici, dans ce moment, on retrouve une période de liberté, vraiment de liberté de proposition. Cela ne veut pas dire, surtout un mouvement comme le surréalisme, qui va chercher des exercices d'écriture, des techniques je vais dire, des techniques de provocation de l'écriture. La liberté n'est pas si grande, c'est-à-dire, si on suit, du verbe suivre, si on suit, se a gente segue les techniques, les résultats sera un certain résultat attendu. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, quand nous pensons à la production littéraire avant le surréalisme, qui était basée sur l'imitation des classiques, le respect aux principes de la tradition, ici, c'est un moment de grande liberté dans lequel on va proposer je vais dire au pluriel, de nouvelles façons de production littéraire et artistique. D'accord? Avançons. Je ne vais pas entrer ici dans le détail, mais il va parler de la folie aussi, parce que comme j'ai déjà commenté ici, le surréalisme, une des bases théoriques, une des références théoriques du mouvement, c'est la psychanalyse. Cela ne veut pas dire que ils vont respecter le principe de la psychanalyse de Freud. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. André Breton a essayé de parler avec Freud à un moment donné, parce que comme vous savez, Freud il est décédé dans les années 30, si je ne me trompe pas, 1930, 35, 38, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou même un peu avant, mais c'était après le début du surréalisme. Et en fait, il me semble que Freud n'a pas reconnu sa théorie psychanalytique dans les principes du surréalisme. C'est-à-dire que le surréalisme ou les surréalistes, comme André Breton, ils ont bu de la source de la psychanalyse, mais ils ont tiré leurs propres conclusions. N'est-ce pas? Ils ont compris la psychanalyse à leur façon, et à partir de cette compréhension, qui n'est pas une compréhension clinique, mais une compréhension libre en quelque mesure. Donc, ils ont proposé les exercices d'écriture qu'ils ont proposés. D'accord? Donc, et la folie, parce que ils vont explorer certains univers de la psychanalyse, comme l'inconscient, la folie, l'amour, le désir. Donc, il y a merci Marx. Donc, je n'étais pas si incorrect. Freud est décédé le 23 septembre 1939.
Donc, ils ont bu de cette source de la psychanalyse et à partir de leur compréhension, ils ont proposé quelque chose de nouveau au niveau de l'art et de la littérature. En plus, au niveau de l'art et de la littérature, on n'est pas obligé, je dirais, d'être fidèle à une théorie quelconque, à la philosophie, la psychanalyse, la clinique, etc. Tout artiste a la liberté de création. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et en plus, ils ne revendiquent pas le titre de psychanalyste. Ils sont surréalistes. Mais la théorie psychanalytique leur a servi d'inspiration pour proposer une nouvelle façon d'écrire. C'est ça. Avançons ici. Il va parler encore du positivisme. Non, ça ne nous intéresse pas tant que ça. La logique et le rationalisme. Ici, c'est toujours dans le même... c'est dans le même principe des autres manifestes dont je vous ai parlé, de faire. Ça, c'est intéressant. Comme je vous ai dit, le manifeste du surréalisme, il a un côté assez théorique. Mais une caractéristique de manifeste, c'est faire un diagnostic de la littérature présente et faire un pronostic, c'est-à-dire une projection de la littérature à venir, n'est-ce pas? Donc ici, c'est le côté prognostique que André Breton fait de la littérature présente, existante jusqu'alors, n'est-ce pas? Donc il dira ici, nous vivons encore sur les règnes de la logique, voilà bien entendu à quoi je voulais en venir. Donc il va attaquer la logique. Et évidemment, quand on est dans les champs théoriques, conceptuels et lexiques de la psychanalyse, la psychanalyse est une théorie qui va chercher des explications en dehors de la logique, en dehors de la logique rationnelle. Ça, c'est important, une distinction importante à faire aussi. Quand on parle de la psychanalyse et de tout ce que la psychanalyse mobilise, comme le désir, les pulsions, le refoulé ou le refoulement ou recalque, cela n'est pas la logique rationnelle, mais il y a une logique dans le désir, il y a une logique dans l'inconscient. Si je ne me trompe pas, c'était Jacques Lacan, le psychanalyste français, qui disait que l'inconscient, il s'organise à la façon d'une syntaxe linguistique, n'est-ce pas? L'organisation de l'inconscient se fait comme un langage. Donc, le langage de l'inconscient s'organise selon le même principe de Saussure, selon lequel on établit la distinction entre signifiant et signifié, n'est-ce pas, que vous étudiez en linguistique, ou significant ou significable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le signifiant, c'est cette image, l'image acoustique, l'image du mot, on va dire, et les signifiés, le côté sémantique, n'est-ce pas? Le signifiant, c'est le côté matériel, sonore, visuel du langage, né, esse aspecto mais visual e sonoro da linguagem. Então, quando eu falo máscara, vocês escutam um som, máscara, vocês podem ler a palavra máscara, eu posso até colocar um desenho da máscara. Isso seria tudo significante, n'est-ce pas? O signifié já é esse lado mais semântico do sentido, n'est-ce pas? Et donc, à partir
ces principes de la psychanalyse, les surréalistes vont essayer de trouver un nouveau langage poétique, n'est-ce pas? Mais c'est important de penser, quand on parle ici de logique, que l'inconscient, le désir, tout ça, ça respecte une grammaire, ça respecte certains principes de langage. Donc, il y a une logique, mais ce n'est pas la logique rationnelle. Donc, ils vont s'attaquer contre la logique rationnelle ici. Donc, je continue ici, mais les procédés logiques de nos jours ne s'appliquent plus qu'à la résolution des problèmes d'intérêt secondaire. Le rationalisme absolu qui reste de mode ne permet de considérer que des faits relevant étroitement de notre expérience. Les fins logiques, par contre, nous échappent. Inutile d'ajouter que l'expérience même s'est vue assigner des limites. Et puis il continue, sous couleur de civilisation, sous prétexte des progrès, on est parvenu à bannir de l'esprit tout ce qui se peut taxer à tort ou à raison de superstitions, de chimères, à proscrire tout mode de recherche de la vérité qui n'est pas conforme à l'usage. Donc, je souligne ici certains mots-clés. Voilà. Donc, sous la couleur ou sur l'excuse de la civilisation, le prétexte du progrès, il va dire ici qu'on a banni de l'esprit tout ce qui fait référence à la superstition, à la chimère ou à fantaisie, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont chercher une vérité poétique, bien sûr, mais une vérité humaine aussi, à partir de ce côté irrationnel de la superstition, de la chimère, etc., du rêve. Donc, j'avais dit il y a 2 semaines, les surréalistes vont chercher un peu plus sur le rêve comme une des techniques d'écriture surréaliste, c'est j'avais commenté ça il y a 2 semaines, de laisser un papier ou un cahier à côté du lit, et dès qu'on se réveille la nuit, on transcrit le rêve. Et après, on utilise ce rêve comme matière poétique, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait même, par exemple, pour certains analysants dans un processus de psychanalytique, n'est-ce pas? O analisando, às vezes, faz isso também, n'est-ce pas? Parce que, selon la théorie de Freud, le rêve est une manifestation de l'inconscient, de cette logique interne, je vais appeler interne, de l'inconscient, n'est-ce pas? Je dis, j'appelle l'inconscient interne, une logique interne, parce qu'en fait, il y a une discussion dans la psychanalyse à propos d'où se situe l'inconscient. Et il y avait des gens qui disaient que l'inconscient était placé au plus profond de lui-même. Mais si je ne me trompe pas, c'est Jacques Lacan qui dit que l'inconscient, en fait, il est à la surface, il est à la superficie. Donc, c'est quelque chose qui, assez souvent, on va dire, on va parler de la profondeur des choses ou de l'inconscient, où le conscient se situe. Mais c'est plutôt une métaphore ou, je ne sais pas, plutôt une façon d'expliquer, n'est-ce pas? Parce que si c'est un processus mental, langagier, en quelque mesure, il est dans le langage, dans ses manifestations, il n'est pas placé dans un espace physique, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, ils vont chercher, ils vont chercher surtout la poésie ou le langage poétique dans un côté
plutôt irrationnel. Mais le côté, ce qui est important, le côté irrationnel n'est pas moins vrai, moins véritable. C'est ça, en fait. En plus, même dans la philosophie, il y a cette critique de la raison, une critique qu'on fait pour dire que la raison ne possède pas toute la vérité. Et ça se manifeste dans la littérature surréaliste. C'est-à-dire que voilà, la vérité, elle n'est pas tout simplement logique. Elle peut être mystique, elle peut être spirituelle, elle peut être, je ne sais pas, occulte, des choses comme ça. Et ici, c'est intéressant, il faut en rendre grâce aux découvertes de Freud. Voyons si ça nous intéresse. Non. Oui, je vais lire rapidement. L'imagination est peut-être sur le point de reprendre ses droits. Si les profondeurs de notre esprit recèlent d'étranges forces capables d'augmenter celles de la surface, donc vous voyez ici la dynamique profondeur et surface. Si les profondeurs de notre esprit recèlent d'étranges forces capables d'augmenter celles de la surface ou de lutter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les capter d'abord pour les soumettre ensuite, s'il y a lieu au contrôle de notre raison. Donc, il y a cette dynamique de contrôler l'imagination à partir de la raison, mais on va chercher quand même le côté de l'imagination. Et j'avance. Voilà. Ici, je ne vais pas lire parce que c'est le moment où il reprend il va faire la citation à Pierre Éverdy. C'est Pierre Éverdy que nous avons assez discuté dans les derniers cours. Donc, je vais pas, c'est juste le rappel. L'image poétique, une création pure de l'esprit, elle peut naître d'une comparaison, mais elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. Donc, je ne vais pas expliquer encore une fois parce que nous avons discuté beaucoup. Et ici, il va faire une espèce de définition. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes à la page 27 du PDF. Il y a tout un diagnostic, une discussion théorique. On situe les débats et puis on arrive maintenant à une définition du surréalisme selon André Breton. C'est de très mauvaise foi qu'on nous contesterait le droit d'employer le mot surréalisme dans le sens très particulier où nous l'entendons, car il est clair qu'avant nous, ce mot n'avait pas fait fortune. Je le définis donc une fois pour toutes. Donc, comme je vous ai dit, le mot surréalisme ou surréaliste est un néologisme, c'est un mot créé par Guillaume Apollinaire, que nous avons déjà étudié ici, mais le contexte de la création de ce mot était la référence à une pièce de théâtre d'Apollinaire, dont le titre est Les mamelles de Thérèse, os mamilos de Thérèse. Et il a classifié, il a classé cette pièce comme un drame surréaliste. Et c'est là qu'on a créé les mots surréalistes, c'est-à-dire
quelque chose qui est plus réaliste que le réalisme. D'accord? Ça, c'est une discussion intéressante autour de l'idée de réalisme et surréalisme. C'est une discussion que je vais essayer de vous proposer. Je vais vous montrer ici dans le programme. Je change le PDF ici. Nous avons ici le programme, comme vous voyez, dans le cours du 24 mars. Vous voyez ici, c'est prévu cette discussion. Parce qu'on aura terminé le XXe siècle et la discussion autour de l'étranger, et on va entrer dans les 19e, dans le... pardon, en fait, c'est... je vous ai expliqué ça dans la présentation du cours. En fait, ce sera le dernier cours sur le XXe siècle. Et le but, c'est de discuter le nouveau roman. D'accord? Par contre, je vais faire une comparaison du réalisme et du naturalisme avec le nouveau roman. Pourquoi? Parce que le nouveau roman, c'est un mouvement littéraire des années 50, 1950, mais qui a un rapport avec le réalisme des années 1830, 40, 50 en France. Et ces deux courants littéraires, bien que placés dans des époques historiques différentes, ils vont proposer une discussion autour de, c'est-à-dire une discussion autour de la représentation de la réalité. Et cette discussion autour de la représentation de la réalité, elle intéresse, ou le débat de ces écrivains, c'est quel mouvement littéraire ou quelle technique littéraire est plus fiable ou plus capable de représenter plus parfaitement la réalité, ou plus fidèlement la réalité. Mais nous avons cette discussion autour de la discussion de la représentation au niveau de l'art, parce que certaines personnes vont dire que, par exemple, le réalisme, comme je vais vous montrer dans certains textes, c'est un style, une convention littéraire qui est assez descriptive. Les textes réalistes sont assez, on va dire qu'ils sont réalistes dans la description détaillée, objective, etc. D'accord? Par contre, nous avons d'autres, on va dire une autre tradition littéraire, comme celle du romantisme, du surréalisme, qui va, on va dire, décrire n'importe quoi littérairement, on va dire dès l'intérieur, à partir de la subjectivité. Et ces mouvements comme le romantisme et le surréalisme, ils vont dire qu'ils sont plus réalistes que le réaliste parce qu'ils montrent la vision subjective dès l'intérieur. Et que la convention littéraire réaliste et la tradition réaliste, c'est une tradition, on va dire, superficielle de l'apparence. Mais la vérité de la perception, c'est celle subjective. D'accord? Et le plus important à tenir de ce débat, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. D'accord? Ce n'est pas un relativisme, ce que je dis ici, mais il y a des principes esthétiques, philosophiques, poétiques différents, et ça va nous rendre une littérature différente. Mais, et ça va nous provoquer des effets différents. Mais la vérité, 2 secondes parce qu'on m'appelle ici.
a gente ne pourra pas répondre. On m'a appelé ici. Donc, c'est-à-dire que chaque discours poétique, quando eu falo aqui discurso poético, explicar isso em português, eu não estou dizendo poético de poesia, mas poético de produção literária. D'accord? Esse é um termo que vocês podem encontrar com bastante frequência. Na verdade, isso existe até uma disciplina, vamos dizer assim, dos estudos literários que se chama poética. Aqui caiu um pouco em desuso, mas, por exemplo, se vocês olharem aqui nas linhas de pesquisa do POSLIT, Programa de Pós-Graduação em Literatura da UNB, tem, por exemplo, Poéticas da Contemporaneidade. Né? O que são poéticas da contemporaneidade? São modos ou teorias de produção literária que são usadas e desenvolvidas hoje na contemporaneidade. Né? Então, quando a gente usa muitas vezes o termo substantivo a poética de um escritor, em francês seria la poétique d'un écrivain, é isso que a gente está tendo em mente. Qual que é o sistema de produção literária daquele escritor? E essa poética, para deixar claro, ela pode ter uma componente coletiva do grupo e ela vai ter também uma componente individual. É o que faz a diferença individual entre escritores. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês hoje outros escritores, porque são todos surrealistas. O René Char vai ter uma fase surrealista, o André Breton, o Louis Aragon, o Robert Desnos, o Paul Éluard, são todos poetas ou escritores surrealistas. Mas se a gente for estudar a fundo a literatura de cada um deles, vai ter diferença, mesmo eles seguindo, todos eles, princípios surrealistas. Okay? Então, a gente pode falar de uma poética do movimento, né? Alguma coisa que está ali em comum do movimento, mas também vai ter a poética do escritor, do poeta. Okay? Donc, oui, je parlais de cette distinction entre cette tradition objective, réaliste, descriptive, et de l'autre côté, nous avons toute une tradition subjective, surréaliste, on va dire, de l'imagination, du rêve, de la folie, etc. D'accord? Mais ces deux grands courants liés à l'objectivité ou à la subjectivité, ils vont revendiquer chacun la vérité, mais on sait très bien que cette vérité majeure, unique, n'existe pas. N'est-ce pas? La philosophie a assez souvent cette prétention à la vérité, et la littérature, je ne sais pas, peut-être elle va parler un peu plus de perception, d'un côté plutôt personnel, d'une vision personnelle, etc. D'accord? Donc, je reviens au texte de Breton, ici. Là, on était à la définition. Donc, je définis, donc, une fois pour toutes, surréalisme, et vous voyez qu'il fait comme une entrée de dictionnaire, n'est-ce pas? Surréalisme non masculin, substantif masculin, c'est-à-dire automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, les fonctionnements réels de la pensée. Donc, automatisme psychique, je vais tout souligner en rouge, pur.
automatisme psychique pur. Ici, c'est important parce que je vais vous parler de l'écriture automatique. J'avais commenté il y a 2 semaines, c'est cette procédure littéraire d'écrire, de prendre un crayon, un stylo et d'écrire sur le papier au plus vite possible tout ce qui nous vient, tout ce qui nous vient à l'esprit sans passer par le filtre, par les jugements de la morale, de la raison, de la conscience. Donc, c'est de laisser couler de l'esprit au papier sans filtre, sans morale, sans raison, sans conscience, tout ce qui vient à l'esprit. Et en plus, on nous demande de faire ça au plus vite, et exactement pour ne pas laisser agir la conscience, la raison, les jugements. Ou a consciência, a razão e o julgamento, ou juízo, se vous voulez. Donc, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer. J'aime bien cette idée-là, verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière. Comme vous savez, le surréalisme, c'est un mouvement artistique et non exclusivement littéraire. Vous connaissez très bien Salvador Dali et ses œuvres, ses peintures surréalistes, n'est-ce pas? Peut-être vous connaissez aussi Buñuel, le réalisateur espagnol, celui qui a fait Les chiens en Bali. Je vais partager le film aussi, Les chiens en Bali. Et je vais andalou, pas andalou. Je vais partager le film avec vous et vous pouvez le regarder à la maison, d'accord? Si vous ne le connaissez pas, c'est un classique du cinéma et c'est un film si je ne me trompe pas, de Salvador Dali et de Luis Buñuel. Et il a une durée de 20 minutes, quelque chose comme ça. D'accord? Je vais vous montrer un extrait du film. Et je vous demande, si vous êtes trop délicat, Marcus, oui, Magritte aussi, je vais utiliser le film pour vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer une scène du film Le chien en Bali. C'est une scène classique, célèbre, mais dérangeante. É uma cena é uma cena difícil de ver. Se não quiserem, não olhem. Porque você tem na cena tipo um barbeiro que passa a navalha no olho de uma mulher. Isso não é real, tá, gente? Ele não fez isso no olho da mulher. Isso é jogo de efeito, tá? Eu estou falando porque tem gente que se choca com essa cena. Mas o que eu queria mostrar é porque tem uma relação da cena em que ele passa a navalha no olho da mulher com uma nuvem passando pela lua. E aí, por isso eu queria mostrar para vocês essa relação que é não verbal, que vocês estão vendo aqui que ele fala, né? Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit. Então, o verbalmente aqui é interessante distinguir essa questão do verbalmente e do por escrito, né? Então, pode ser falado, pode ser cantado, alguma coisa assim, ou por escrito. Então, pode ser por som ou por palavra escrita. Ou, comme il dit ici, soit de toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée. E aí eu vou
identificar a frase não, a cena. Tem uma cena aqui que é bastante incômoda, je dirais. Et puis, je partage le lien du film et vous pouvez le regarder complètement à la maison. Donc, je mets le plan d'écran. Ici, ce n'est pas encore la scène de... c'est cette scène que le monsieur regarde sa main et il y a un trou dans sa main et de ce trou, il y a des fourmis qui sortent. Vous voyez, la femme va voir et il y a un zoom. Donc, vous voyez, il y a des fourmis qui sortent de sa main. Et vous voyez que c'est une scène bizarre qui n'a pas une logique. Comment, logiquement, une personne a un trou dans la main et de ce trou, il y a des fourmis qui sortent. Mais c'est une scène typique de rêve. N'est-ce pas? Et la question ici, c'est de quel type de rationalité ou d'essence cette scène est capable de créer. N'est-ce pas? Et j'identifie là la scène de... Deux secondes. Peut-être que j'ai sauté la scène. Ah, c'est ici. Tout au début. Voilà. Et, donc, vous voyez ici, il y a une connexion. Voilà. Vous voyez, il y a cette connexion. C'est une espèce de collage. Et ça, c'est quelque chose, je dis collage, mais on peut utiliser le mot condensation, de condenser des images contenant un certain signifié, mais ces images sont interposées et ça se fait assez souvent dans le rêve. N'est-ce pas? Et donc, vous voyez, le monsieur, il regarde le ciel avec la lune et des nuages qui passent, et puis il a le couteau à la main, et là, il va passer, il va faire le même mouvement, parce que vous voyez, il y a le cercle, ou cette image ronde de l'œil de la femme, et il va passer la... J'oubliais si on prononce... comment on dit naval en français. Je ne vais pas chercher ici. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit naval en français? Si je ne me trompe pas, il y a un nom spécifique. Sinon, si vous trouvez... donc, si vous ne voulez pas regarder, fermez les yeux pendant le moment qu'il passe ce couteau à l'œil de la femme. Et voyons ici. Voilà. Donc, ne regardez pas si vous ne voulez pas. Et voyez qu'il y a le même mouvement du cercle de la lune avec les nuages assez rasoirs. Voilà, merci Rodrigue. Qui passe le rasoir dans l'œil de la femme. Et il y a une espèce de condensation même de ces deux images ou d'interposition de ces deux images. Je laisse couler la scène. Voilà. Ok, c'est bizarre, c'est pas...
quelque chose d'agréable à voir. Mais c'est un exemple de cette expression de l'automatisme psychique exprimé d'une autre façon, qui n'est pas verbale, qui n'est pas écrite. Mais donc le surréalisme est cet automatisme psychique pur qui propose d'exprimer verbalement et par écrit ou d'une autre manière les fonctionnements réels de la pensée. Donc il y a cette prétention à décrire ou à exprimer les fonctionnements réels de la pensée. Parce que, et comme je dis, la critique que je faisais au réalisme, pour vous donner un exemple, je vais le dire en português. Pensa em novelas da Globo. Elas têm uma organização. Pensa em diálogos, por exemplo. Dificilmente você tem ali uma cena confusa com dois atores falando ao mesmo tempo. É claro que tem momentos mais conflituosos que isso pode acontecer. Mas você tem várias cenas assim de jantar, por exemplo, que um personagem fala, o outro escuta, depois a fala muda, a câmera muda, é tudo muito perfeito. Né? Será que aquilo ali é real? Existe uma estética que se pretende realista. Né? Porque os personagens ali imitam pessoas reais, pessoas reais. E aí você tem uma representação que sequer é realista da realidade. Né? De pessoas comendo, jantando. A comida, vocês veem que a comida ali na novela é comida de verdade. Né? Não é como no teatro, que às vezes a pessoa pega às vezes nem pega um copo, né? Simplesmente faz o gesto de beber alguma coisa. Então, às vezes no teatro a gente encontra um uso de técnicas menos realistas. Né? Lembrando que realista aqui, eu estou usando a convenção que se chama realista, né? Como se isso fosse mais real. Et le surréalisme ici va se proposer comme exprimant le fonctionnement réel de la pensée. Pourquoi je donnais l'exemple des novellas de Globo? Parce que notre pensée, notre tête ne fonctionne pas de façon rationnelle. Pourquoi je vous demande, par exemple, pour la dissertation, de faire le sujet, la problématique, les plans, d'organiser les idées autour de l'analyse, de construire, et puis vous écrivez le texte. Quand vous faites une rédaction pour Enem ou n'importe quoi, on vous demande d'écrire les brouillons, de mettre les idées les plus importantes, puis vous organisez ces idées, et puis vous écrivez le texte. Parce que notre pensée, elle ne s'organise pas de façon rationnelle, organisée, systématique. Et donc, vous voyez comment les surréalistes, à partir de l'écriture automatique, peuvent toucher à cette démonstration plus réelle de notre pensée. Okay. Avançons à dicter de la pensée en absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Parce que j'avais parlé de la raison, de la morale, et je n'avais pas utilisé l'esthétique. Parce que l'esthétique, elle nous oblige, nous invite à nous exprimer d'une façon déterminée. N'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple de critique. Recentemente, eu descobri que o Fogaça, do Masterchef, tem uma banda de rock. E é hard rock, assim, punk rock. Pesadão, gritado, você mal escuta, você mal entende as palavras que ele produz. E aí, as letras da banda dele são muitas de
crítica ao sistema, capitalismo, essas coisas assim, né? E aí, muitas vezes, a estética do hard rock, do punk rock, é a crítica ao sistema. Então, você vai ter essa estética, vamos dizer assim, suja, poluída, de muito barulho, e as letras normalmente são letras de reivindicação, né? E teve se não me engano, é Porão do Rock, né, que tem aqui que acontecia no Mané Garrincha, que era um evento aqui, um dia inteiro de rock e tal. E há alguns anos, aqui, acho que em 2019, 2018, um aluno me perguntou se eu conhecia uma banda, não lembro mais o nome da banda, que era uma banda de Belo Horizonte, eu sabia que eu tinha morado em Belo Horizonte. E que era uma banda de punk rock, mas as letras falavam de ecologia. E ele falou que foi muito estranho, mas ele achou interessante, porque não era o tipo de coisa que ele esperava naquela estética de rock, né? Então, vocês estão vendo que existe uma certa conexão entre a estética de um determinado estilo de música e o conteúdo das letras, né? Eu sempre falo em torno do samba, né? O pagode vai ser de um romantismo mais meloso, brincalhão. O samba canção já são aquelas músicas mais profundas de um sofrimento pesado, sofrido, tudo mais. O samba enredo tem essa conexão com o contexto histórico. Você tem o partido alto, que tem a questão do improviso, e tudo mais. Aí você tem, por exemplo, o soft metal, do Guns, do Aerosmith, do Bon Jovi, por exemplo, que são letras mais românticas, melosas, né? Pensem em Always, do Bon Jovi, por exemplo, né? Então, pensem um pouco nisso. Você tem um estilo, uma estética, uma maneira de fazer, e acaba que se acompanha a um determinado estilo. Et donc, ici, je reviens au texte de Breton. Je reviens à la page d'avant. Donc, dictée de la pensée, c'est la pensée qui fait la dictée. Dans l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. C'est-à-dire que dans cet automatisme psychique, ce qui vient à l'esprit passe au papier sans ce contrôle de la raison, ni de l'esthétique, ni de la morale. C'est-à-dire que si le texte n'a pas de sens, c'est pas grave. Então, se o texto não faz sentido, c'est pas grave. Si le texte n'a pas cette préoccupation esthétique, c'est-à-dire si esthétiquement le texte n'est pas beau, c'est pas grave non plus. En plus, si le texte n'est pas moral, le texte là, comme je viens de vous montrer, des extraits du film Les chiens andalous de Buñuel et Salvador Dali, vous voyez que la question de passer les rasoirs dans l'œil de la femme, c'est pas moral. Vous voyez, c'est une image qu'on est capable d'avoir dans le rêve. Par exemple, une fois, moi, je rêvais que j'avais tué une personne et dans mon rêve, il n'y avait pas l'image de l'assassinat de la personne. Mais je savais, j'étais conscient que j'avais tué une personne. Et mon souci dans le rêve, c'était si j'ai été capté par les caméras de surveillance, pas. Et en plus, dans la morale, ou cette immoralité du rêve, mon souci était d'être découvert publiquement et la honte que j'allais expérimenter au cas où j'étais découvert dans cet assassinat. Et moi, je pensais à ma vie à l'université, en plus. Donc, vous voyez, moi, rationnellement ou consciemment, je serais incapable de tuer une personne. Et dans le rêve, je l'ai fait, je ne sais pas comment, parce qu'il n'y avait pas la scène de l'assassinat,
mais il y avait une préoccupation autour de cet assassinat. Donc, vous voyez qu'il y a ce genre de manifestations de violence, de désir, etc., qui n'est pas contrôlé par la morale. Et en plus, ce système, au moins selon la théorie psychanalytique, ce qui se passe dans le rêve nous aide aussi à nous organiser et vivre de façon civilisée. Ça se manifeste d'une certaine façon, c'est une sublimation d'un désir qu'on ne peut pas réaliser, mais il se réalise de cette façon à partir des condensations, à des superpositions, des images comme ça dans les rêves. C'est une façon de notre inconscient de s'organiser et de ne pas nous rendre fous. On peut simplifier les choses comme ça. Et donc, encyclopédie, philosophie, on continue ici, le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association négligées jusqu'à lui. Donc, le surréalisme repose sur la croyance je vais mettre ici en croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association négligées. Jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Donc, vous voyez, il y a une réalité supérieure qui n'est pas cette réalité du réalisme, cette réalité objective, descriptive. Il y a certaines associations qui sont négligées. Si vous avez vu l'entrée du dictionnaire des notions et termes littéraires à propos du surréalisme, il y a une sous-partie sur le hasard objectif, ou seria o acaso objetivo, le hasard objectif. Et Breton, il va travailler là-dessus, et il y a une série de 3 livres, dont le premier, c'est Nadia. C'est une espèce de roman, de récit autobiographique, dans lesquels il cherche ces moments de hasard dans la vie, mais qui, en fait, ils sont capables de révéler quelque chose a nous. São momentos de acaso, aparentemente de acaso, mas que nos revelam alguma verdade sobre nós, sobre a vida, sobre o amor, n'importe quoi. Raison pour laquelle les écrivains surréalistes, les artistes surréalistes, avaient l'habitude de marcher dans Paris à la recherche de ces moments de hasard objectif. Et Nadia, par exemple, le livre de Breton, c'est le récit de comment il a rencontré une femme pour laquelle il a eu un certain désir. Il était déjà marié, mais il expérimente une espèce d'amour par cette femme. Bon, parce qu'elle est sérieuse, etc. Voilà. D'accord? Et la toute-puissance du rêve, donc le rêve révèle certaines vérités et au jeu désintéressé de la pensée. Então, traduzindo literalmente, jogo desinteressado de pensamento, ou do pensamento. C'est-à-dire, laisser penser, laisser, comme on dit le slogan idéal, n'est-ce pas? Laisser faire, laisser aller. Laisser aller, laisser faire, laisser passer. Enfin, deixar ir. Voilà. Et je continue, il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. On fait acte de surréalisme absolu. Voilà. Et je vais arrêter
la discussion ici. Et je voudrais passer à un texte de Bréton. Je pense. Ce livre-là, Les champs magnétiques, il a été écrit par André Breton et Philippe Saupeau, comme vous voyez ici. Je pense que c'est parce que j'ai deux versions de ce livre, parce que cette version-là, elle a une introduction, préface intéressante, mais je pense que les marques, je les ai ici. Voilà. C'est intéressant ici de vous montrer. Les champs magnétiques constituent dans l'histoire de la littérature le premier exemple d'écriture automatique. N'est-ce pas? Et ici, on va répéter la phrase du manifeste. Et je vais vous montrer un extrait ici de ce genre d'écriture automatique. Donc, vous voyez que le livre est signé par André Breton et Philippe Saupeau, mais on ne sait pas qui a écrit quoi dans ce livre. J'ai un paragraphe ici, je vais noter la page. Ah non, ici, c'est bien ce texte-là. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous ai montré un cadavre exquis. C'était un dessin de Frida Kahlo, dans lequel il y avait la tête de Diego Rivera, son compagnon, un corps de femme, et puis un balai et les jambes d'autres personnes. C'était une composition, et je vous ai expliqué que pour ce genre de compositions, on plie le papier comme ça, et puis une personne va écrire ici, l'autre, et puis on plie le papier, on plie le papier, on écrit encore quelque chose, etc. Ce petit papier n'est pas parti. Et donc, pour ce texte-là, vous voyez comment nous avons, quand on lit le texte, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre un vers et le vers suivant. Voyons le texte ici. Ça s'appelle délivrance. Délivrance, c'est comme ça vient de délivrer, c'est comme une prêgue, quelque chose comme ça. Donc, délivrance, faculté de se donner, renseignement gratuit, amendez-vous sur terre, heureux de faire plaisir, voici les jolies pioches du retour en arrière inoffensif, l'or vérité, champignon poussé dans la nuit demain, il ne sera plus frais, saison animatrice de nos désirs, ouverture des portes devant les critères. Donc, vous voyez comment nous avons l'impression de lire une liste de phrases sans connexion. N'est-ce pas? La question est, quand il s'agit de texte poétique, le texte poétique, il a une capacité à produire du sens. O texto poético tem essa capacidade de produzir sentido. Et même si on fait un poème comme celui-là, dans lequel il n'y a pas une connexion logique ou une connexion apparente entre les vers, on est capable de lire et composer un sens. Et ce sens, il ne doit pas forcément être logique. Ça peut être une espèce de sens
sensoriel, no sentido sensorial, un sens d'evocação d'image et d'idée. Então, o sentido ele não precisa ser um sentido lógico do texto. Ele pode ser um sentido sensorial, no sentido em que o que a gente lê provoca alguma coisa, alguma sensação. Provoca alguma sensação na gente. Mesmo que a gente não saiba muito bem expressar o que é essa sensação provocada. D'accord? Évidemment que si on cherche, si on creuse, né, se a gente começar a cavar, se on fouille lá dedans, né, se a gente começar a fuçar, a cavar, a gente vai encontrar um sentido, ou a gente vai conseguir expressar o que a gente sente lendo determinado texto. Mais l'essence d'un texte comme celui-là n'est pas un sens logique. D'accord? Par exemple, on peut avoir une espèce de connexion entre le titre, délivrance, et chacun des vers disponibles. Par exemple, voyons ce que le dictionnaire nous dit à propos de délivrance. Délivrance. Voilà. Délivrance. Fait de délivrer, de rendre à la liberté. Fait de supprimer une contrainte, de débarrasser d'une corvée, d'une obrigação. Então, seria, né, de fato de entregar ou de dar a liberdade a alguma coisa. Ou o fato de suprimir um constrangimento, um limite, isso, constrangimento, um limite. Ou se livrar de uma obrigação. C'est possible aussi faire fait de remettre ou de fournir, né, que seria como delivery em inglês, né? Seria de retornar ou de fornecer alguma coisa. E aí tem os sinônimos aqui: libération, affranchissement, émancipation. Et donc, nous avons, parce que là, j'essaye de comprendre comment ce texte a été écrit, d'imaginer comment il a été écrit, et d'essayer de donner un certain sens aussi. Et donc, moi quand j'ai lu ces poèmes, j'ai l'impression de lire, j'ai l'impression qu'ils sont partis de l'idée de délivrance, et chacun écrit une idée associée à l'idée de délivrance. Par exemple, délivrance, faculté de se donner. Oui, c'est possible. Renseignement gratuit. On peut encore... souvenez-vous la discussion que nous avons entretenue autour du homme apollinaire et la suppression de la ponctuation des poèmes. Ici, par exemple, ça me permet de faire cette association. Faculté de se donner, renseignement gratuit. N'est-ce pas? Amendez-vous sur terre, heureux de faire plaisir. On peut associer cette idée de délivrance à l'idée d'être heureux de faire plaisir. Voici les jolies pioches du retour en arrière inoffensif. Et ça continue. Voyons ici. En fait, pioche, c'est une espèce de petit, c'est se não me engano, é enxada. Pioche. Voilà. Pode ser enxada ou um tipo de baralho. Voici les jolies pioches du retour en arrière inoffensif. Imagine se a gente traduzir literalmente, né? Está aqui as belas enxadas, ou picareta. Oui, c'est possible aussi picareta, Marcos. Eis
eis aqui, né, estão aqui as belas caretas ou enxadas do retorno para trás inofensivo. L'or mérité, champignon poussé dans la nuit, demain il ne sera plus frais. Né, um champignon, um cogumelo que nasceu ou cresceu na noite, mas que no dia seguinte já não estará mais fresco. Saison animatrice de nos désirs, né, a estação de animação dos nossos desejos, e ouverture de porte devant l'équiterre. Et je cherche ici l'équiterre, seria uma escudeira, uma espécie de Amazônia. Ouverture de porte devant l'équiterre. Então, a abertura das portas em frente à Amazônia. Estão vendo que vous voyez comment le texte n'est pas un texte à sens, ou au moins à un sens logique. Et moi, je pensais que j'avais un extrait de ce texte en prose soutenu. J'essaie de le retrouver ici. C'était un texte assez intéressant, un paragraphe assez intéressant. Il était souligné, je pense que peut-être j'ai enlevé les... Peut-être, ça peut être cet extrait-là. Ouais. Juste pour vous donner une idée d'un texte d'écriture automatique. Parce que le poème, moi, je ne peux pas affirmer à 100%, mais le poème que je viens de vous montrer me semble un poème écrit à la façon d'un cadavre exquis. Esse cadáver esquisito, né, estranho. Et ce texte-là, c'est un texte d'écriture automatique, en prose. Donc, vous voyez que il n'y a pas une préoccupation esthétique du texte, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici je n'avance plus qu'avec précaution dans des endroits marécageux et je regarde les bouts aériens se souder au moment des ciels. Je n'avance plus qu'avec précaution dans des endroits marécageux. Ok, né? Eu só avanço com precauções em lugares pantanosos. Et je regarde les bouts aériens se souder au moment des ciels. E eu olho os pedaços aéreos se soldarem aos momentos dos céus. J'avale ma propre fumée qui ressemble tant à la chimère d'autrui. Eu engulo, ou eu... aqui poderia traduzir como... como é que a gente fala o cigarro? Tragar, né? Eu trago a minha própria fumaça, que parece tanto com a quimera de uma outra pessoa, de outra. L'avarice est un beau péché recouvert d'algues et d'incrustations soleilleuses. La phrase elle est soulignée pas par hasard, n'est-ce pas? Como é que a gente traduz avarice? Avareza, né? Deixa eu tentar traduzir como avareza. Isso. A avareza é um belo pecado recoberto de algas e de incrustações ensolaradas, vamos dizer assim. Vocês estão vendo que a cada frase não tem muita conexão uma coisa com a outra. N'est-ce pas? Mais c'est très intéressant de lire ce genre de texte, comment je peux dire, de lire ce genre de texte avec
de se laisser parcourir le texte et essayer de capter les sensations provoquées. D'accord? On se sent perdu assez souvent, mais il y a quelque chose dans ce genre de texte. Donc, à l'audace près, nous sommes les mêmes et je ne me vois pas très grand. J'ai peur de découvrir en moi de ces manèges, ces nids que l'on confond avec des rosaces, des bruits. Faut-il affronter l'horreur des dernières chambres d'hôtel, prendre part à ces chasses? Et seulement alors, il y a beaucoup de places dans Paris, surtout sur la rive gauche, et je pense à la petite famille du papier d'Arménie. On l'héberge avec trop de complaisance, je vous assure, et cela finira mal, d'autant plus que le pavillon donne sur un œil ouvert et que le quai aux fleurs est désert le soir. Donc vous voyez que c'est une espèce de rayon X, de raio-x, des mouvements de la pensée. É uma espécie de raio-x de movimentos do pensamento. Ça passe d'une chose à une autre sans trop de connexion. N'est-ce pas? Et cette idée de l'écriture automatique, elle est très proche de l'association libre de Freud. A associação livre que Freud faz na psicanálise, né? Você chega na sessão de análise e começa a falar. Sei lá. Je n'ai pas d'exemple à vous donner dans ce cas-là. Okay? Donc, ça, je vous ai donné un exemple d'un texte de Kadavritsky. Ça semble être un Kadavritsky. J'ai lu ici un paragraphe d'écriture automatique. Et pour finir, j'aimerais bien lire un poème de Paul Éluard, de la capitale de la douleur, parce que La courbe de tes yeux, c'est un bon poème, mais je cherche un autre. C'est celui-là, parfait. C'est un poème court, c'est très intéressant. Voilà. Il est tout risqué. Tout pareil. Mais voyons le poème. Et puis, si nous avons encore le temps, je vais lire l'autre. Parce que la question de l'amour aussi, c'est une autre chose importante pour les surréalistes parce que l'amour assez souvent n'est pas expliqué par la raison, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est quelque chose de chercher aussi. Mais donc, je vous montre ce poème de Paul Éluard parce que Paul Éluard est un poète plus intéressant que... je pense que les expériences radicales de Breton, elles sont importantes pour faire avancer les niveaux techniques de la production artistique. Mais par contre, c'est pas très intéressant. C'est intéressant au niveau de la réflexion littéraire, mais c'est pas les genres de poèmes. On n'a pas cette bonne sensation comme d'écouter une chanson qui nous provoque quelque chose. Et je pense que Paul Éluard, il arrive à proposer un peu plus ça. Et donc, parfait. Un miracle de sable fin transperce les feuilles, les fleurs, éclot dans les fruits et comble les ombres. Tout est enfin divisé, je vais zoomer encore. Tout est enfin divisé, tout se déforme et se perd, tout se brise et disparaît, la mort sans conséquence.
Enfin, la lumière n'a plus la nature. Pardon. Enfin, la lumière n'a plus la nature, ventilateur gourmand, étoile de chaleur. Elle abandonne les couleurs, elle abandonne son visage. Aveugle, silencieuse, elle est partout semblable et vide. Euh, Marcos, Açaí Guardiã, Zoom de Besouro, um imã, Branca é a tez da manhã. Tem uma entrevista do Djavan em que ele explica isso e ele tem razão. As pessoas usam isso para falar de que não tem sentido. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais ce sont des choses qui ensemble, il n'y a pas un grand sens, mais seul, elle en a. Mais c'est comme qu'il est une chose qui lui est venue dans la tête, mais il a écrit, mais seul, elle a du sens, mais ensemble, elle n'a pas de sens. Mais c'est peut-être comme ça. Elle forme une image. Ouais, exactement. Et dans l'interview, il explique ça. Ouais. Ele fala do açaí guardiã, porque a palmeira do açaí é alta, né? Então ela fica como guardiã, e o açaí nos cachos, assim, como um coquinho. E aí você tem sempre o zumbido de besouros, de bichinho voando ali em torno do cacho de açaí. E aí, quando você vê ali no Nordeste, assim, o dia amanhecendo, com o sol, aquela força toda do sol do Nordeste, amanhã tem essa cor branca, né? J'aime bien ça, parce qu'il explique comme c'est évident, ouais. C'est pas si évident, mais on est capable d'imaginer l'image qu'il nous propose ici. Et c'est plus ou moins pour cette raison de cette chanson de Djavan que j'aime bien ce poème de Paul Éluard. Parce que vous voyez ici la première histoire. Un miracle de sable fin transperce les feuilles, les fleurs. Vous voyez, je vais traduire pour laisser un peu plus clair. Né? Milagre de areia fina transpassa, né? As folhas e as flores. Éclot dans les fruits, né? Então éclode, assim, abre os frutos e comble les ombres. Né? Então, como é que fala? Não é ocupa, mas comble de preenche as sombras. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est peut-être un rayon de soleil qui fait tout ça. Mais nous avons ici une création d'une image. On est capable de voir quelque chose comme ça. Et en plus, a poesia, né, gente? Que ele está falando aqui, um milagre de areia fina transpassa flores, folhas e flores, né, e explode, vamos dizer assim, nos frutos e preenche as sombras. E eu falei assim, parece um raio de sol, né? Só para dar um exemplo para vocês. Vocês sabem do Caetano, meu filho, né? E no quarto onde eu trabalho, que eu costumo dar aula, tem um horário da tarde que entra um raio de sol e faz aquela faixa de sol. E algumas vezes ele está sentado ali comigo e vocês sabem que ficam as partículas de poeira no ar, né? E ele fica tentando pegar. E teve dia que ele ficou horas, assim, passando a mão no raio de sol, sabe? As coisas mais lindas, assim, que se vê, você para e fica. Et vous voyez comment cette image ici est capable de provoquer, de nous provoquer ou d'évoquer certaines sensations. Et puis, donc tout est enfin divisé, se déforme, se perd, tout se brise et disparaît, la mort sans conséquence. Vous voyez qu'ici, c'est un poème qu'il y a un souci esthétique contraire à ce que André Breton dit dans le manifeste surréaliste. Donc, vous voyez que, pour terminer la réflexion d'aujourd'hui, et il est déjà 2 heures, il y a le manifeste surréaliste comme une invitation à la production littéraire surréaliste et qui nous
donne aussi les règles de cette production littéraire. Par contre, les poètes ou les écrivains qui vont s'organiser autour d'André Breton, ils vont aussi avoir une certaine autonomie. Donc, nous avons ici le cas de Paul Éluard, un poète qui a un souci esthétique, malgré le fait de suivre la politique surréaliste proposée par André Breton. D'accord? Donc, ça, c'était un petit aperçu du surréalisme. Si vous n'avez pas encore lu l'entrée du dictionnaire sur le surréalisme, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à regarder un peu le texte surréaliste dans les fichiers du cours. Et je ne sais pas si j'arrive à le faire aujourd'hui. Je vais essayer de le faire demain ou pendant le week-end. Je vais afficher l'activité sur les avant-gardes. Et le plus probable, c'est que je fasse comme ça. Je vais vous donner un extrait d'un texte théorique, peut-être un poème, et je vais vous demander une réflexion à partir de ces deux textes, du poème et du texte théorique. D'accord? Cela sera l'activité de cette première partie du cours. Deuxième point, avant de finir les cours d'aujourd'hui. Commencez à lire, si vous n'avez pas encore commencé à lire l'étranger, faites-le à partir d'aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je vais commencer à parler de l'étranger. Et la lecture de base pour les cours de mardi, c'est L'existentialisme est un humanisme, le texte de Jean-Paul Sartre, qui est disponible dans le fichier du cours. D'accord? Donc, est-ce que vous avez une question ou c'est bon pour aujourd'hui? Non, pas du tout, c'est bon. Ok. Donc, merci de votre attention et on se retrouve donc mardi de la semaine prochaine. Mardi de la semaine prochaine, c'est la reposition de cours, donc à 8 heures du matin. En tout cas, le cours sera enregistré comme aujourd'hui et puis je disponibilise le cours sur YouTube comme d'habitude. D'accord? Donc, merci et bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Salut. Salut. Salut.